merci d'être notre invité ce Bonjour, matin. Je Caroline rappelle, Roux. pour ceux qui l'auraient Vous avez oublié... échappé à l'orage? Oui, Bien, vous aussi, ça va, tout va vous bien. aussi. Bon, je rappelle pour ceux qui l'auraient oublié, vous avez été ministre de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, on l'a vu dans le journal de 7h30, les épreuves du bac débutent, bac de français pour les premières, bac de philo pour les terminales. Est-ce que vous pensez qu'entre le Covid et la réforme Blanquer, le bac a perdu du souffle, de son utilité, qu'il est même un examen en voie de disparition? Non, 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 même si cette année, quand toute votre scolarité, vous avez été préparé à cette échéance, pour les bacheliers que je salue, qui doivent quand même un peu stresser, parce que l'épreuve de philo, c'est une épreuve stressante. Il peut y avoir un peu de frustration à l'idée que le contrôle continu se soit substitué à l'épreuve finale, et que les conditions dans lesquelles ils l'ont préparé, pour certains élèves, étaient très difficiles, parce qu'il y a eu des lycées où les cours ont pu être tenus partiellement en présentiel, d'autres pas. Donc il a raison de demander de la bienveillance sur la notation? Oui, oui, je pense qu'on a raison de faire cela, et aussi pour une autre raison, c'est qu'il y a tellement d'inégalités dans le système scolaire français. Inégalités, par contre, auxquelles ne s'est pas attaqué Jean-Michel Blanquer. Et des inégalités qui mettent en situation vraiment, je crois, de difficulté des jeunes femmes ou des jeunes hommes, des adolescents, qui ont toute l'intelligence, les capacités pour réussir, faire de belles études, mais parce qu'ils sont mal nés, entre guillemets, c'est-à-dire ont une origine sociale modeste. Vous voulez dire qu'ils n'arrivent pas tous aujourd'hui avec les mêmes chances pour passer l'épreuve de philo? Non, en gros, pour passer le bac en général, Ouais. et notamment le grand oral, qui peut être discriminant. Alors, comme c'est la première année, je suppose, je connais un peu l'administration de l'éducation nationale, elle sera effectivement bienveillante pour roder une réforme dont on peut discuter en partie les mérites. Mais ce que je crois, et ce qui devra être le point sur lequel la nation devra réfléchir et se pencher, c'est que je ne sais pas si on fait les bons paris dans le système éducatif aujourd'hui. Je crois que... On parie sur quoi aujourd'hui? On continue à parier sur la compétition, le tri par l'échec, la sélection des meilleurs, le fait de classer les bons, les moyens. Vous savez, vous avez des moyennes de notes, et les meilleurs, et pour préparer des élites. Là où je crois que le siècle qui s'ouvre, comme toutes les études le montrent, appellera une grande capacité d'adaptation des individus et des groupes. Et donc il faut parier davantage sur la coopération, les projets collectifs, l'intelligence collective, ce que nous ne savons pas faire, mais je ne vais pas dire, pas à cause des profs, pas à cause des chefs d'établissement, il y a énormément d'autonomie, d'innovation dans les établissements, mais parce que fondamentalement, les instructions données par le ministère, l'idéologie... Depuis toujours, hein. Oui et non. Non, Ah je bon pense qu'il y a eu des choix qui avaient été faits précédemment pour justement favoriser des apprentissages de façon beaucoup plus collective et coopérative, pour favoriser ou privilégier les temps de l'enfant sur les temps de l'adulte. Juger l'oral, c'est une fini. bonne chose, même si évidemment c'est la mise en scène peut-être de certaines inégalités sur la maîtrise de l'oralité, de la parole. Là, vous évoquiez à l'instant les inégalités dans le système éducatif, mais sur le fait de juger, d'évaluer la prise de parole à l'oral, c'est une bonne chose? Oui, non, mais c'est une bonne chose. Et moi, je ne suis pas contre ce principe du grand oral. La question est de savoir dans quelles conditions est-ce que les attendus de ce grand oral sont réunis ou pas. Est-ce qu'effectivement, on a eu le temps de préparer ces sujets? Est-ce qu'on est jugé sur la capacité à proposer un raisonnement, à être critiqué, à répondre à la critique? Ça va être important, ça, demain, pour les futurs adultes, de savoir prendre de la distance par rapport aux images, par rapport aux informations, de pouvoir avoir l'esprit ouvert sur les connaissances. Tous ces sujets-là, à mon avis, ça doit faire l'objet d'un grand projet éducatif sur lequel toute la nation doit se pencher. Juste très rapidement, avant d'aller au régional, comment est-ce que vous évaluez le bilan de Jean-Michel Blanquer, justement par rapport à toutes ces évolutions de la société que vous précisez à l'instant? Écoutez, il y a évidemment, tout n'est pas mauvais, et puis moi, je ne serais pas à être dans ce registre-là. Par ailleurs, je demande du temps pour juger le bilan d'un ministre de l'Éducation nationale. Donc, je demande pour lui le temps qu'il n'a pas donné. Oui, mais à sein des réformes que l'on met en place, on a besoin de regarder dans le temps. C'est ça, l'Éducation nationale. On a besoin de regarder dans le temps si ça marche ou pas. Ce que j'observe, c'est qu'il s'est distingué par une approche très idéologique de l'enseignement supérieur et de l'école. Alors, il n'a pas la compétence sur l'enseignement supérieur. Mais moi, j'avais été très frappé par cette croisade à laquelle il s'est livré avec Madame Vidal vis-à-vis de la recherche académique sur l'islamo-gauchisme, où finalement, l'obsession du ministre de l'Éducation nationale et de sa ministre de l'Enseignement supérieur était de faire des listes. Et plus ça allait, plus il y avait des noms sur les listes de gens qu'il fallait débusquer de l'université et de l'école. Donc, ça, je pense que ça n'est pas de nature à apaiser le climat dans l'école, et on en a beaucoup besoin, parce qu'on aura besoin de toutes nos forces. On parle des régionales, Benoît, si vous le voulez bien. Et les inégalités sociales. Fin du port du masque à l'extérieur aujourd'hui, fin du couvre-feu à 3 jours du scrutin des régionales. Le Premier ministre a le sens du timing.
Oui, bon, bah, écoutez... C'est de bonne guerre? Je ne sais pas si c'est de bonne guerre, là. Il prend ses responsabilités. Moi, en tout cas, qu'on puisse... honnêtement, un peu respirer. Qui s'en plaindra et moi, je pense que dehors, le fait de ne plus porter le masque n'est pas une mauvaise chose. Par ailleurs, on a tous un peu envie de faire la fête, ou en tout cas de se retrouver dans des moments où, en extérieur... Ça peut avoir une incidence sur le scrutin, c'était ça le sens de ma question. Vous n'y croyez pas, visiblement? Non, parce que, je veux dire, le Premier ministre, il s'est livré, par exemple, à une initiative qui a consisté à nationaliser le scrutin en PACA. Résultat des courses, on a Mariani en tête. Je ne sais pas si c'était une bonne initiative de sa part que de donner ce caractère national au scrutin en PACA qui est en train de préparer l'arrivée du Rassemblement national. Vous noterez d'ailleurs, au passage, que la marque de fabrique de ce pouvoir, c'est que plus on avance, plus le Front National est fort. Ça veut dire que la promesse qui avait été celle d'Emmanuel Macron d'être le rempart à l'extrême droite n'est ni vraie sur les idées, parce que ces idées sont de plus en plus partagées, y compris au sein de son propre gouvernement et de la droite, ni sur le plan électoral. Donc on doit réfléchir au moment où on a de grandes échéances là, qui sont devant nous, sur ce choix-là était-il le bon ? Pour ce qui est du barrage de l'extrême droite, ça n'était pas le bon. La progression de l'extrême droite, c'est la responsabilité de l'ensemble de la classe politique depuis 30 ans. Non. En l'occurrence, là, il y a une accélération. L'imminence possible d'une prise de pouvoir par l'extrême droite dans la Ve République, quand on connaît les pouvoirs qui sont ceux de du président de la Ve République, quand on sait les pouvoirs que donnent aujourd'hui les technologies numériques de surveillance de masse, de surveillance de l'opposition, de contrôle de la vie privée, ce danger-là est possible aujourd'hui. Il ne l'était quasiment pas en 2017, on parle désormais de la probabilité d'une victoire de Marine Le Pen. À laquelle vous croyez, vous ? Ah ben moi je pense que c'est possible, oui. Je pense que c'est... Pardon, d'un mot j'évoquais Jean-Michel Blanquer, mais on ne peut pas diaboliser la gauche et les écologistes et dédiaboliser l'extrême droite en reprenant ses idées. Monsieur Darmanin a quand même trouvé trop molle Madame Marine Le Pen sur l'immigration. Vous vous rendez compte ? La question, c'est quelle est la réponse de la gauche à tout ça ? Que joue la gauche dans ces élections régionales ? Est-ce que, au fond, la gauche, c'est une répétition générale avant la présidentielle pour savoir quelle est la force qui sera le moteur de la gauche pour la prochaine échéance ? Il y aura forcément des leçons qui en seront tirées. La gauche, elle peut gagner une, deux, peut-être 3 régions. Julien Bayou peut gagner l'Île-de-France au second tour, et je le soutiens d'ailleurs. Mathieu Orphelin peut gagner la région Pays de Loire. Il y a ces possibilités. Donc, clairement, ce qui est une bonne nouvelle pour la gauche, c'est que je crois que la préoccupation écologique, le défi climatique, ce que ça nous amène à repenser sur la redistribution des richesses et le changement de modèle de développement, est en train de s'encastrer dans l'approche qui était celle de la gauche des grands défis habituels que sont ceux de la justice sociale, de la démocratie. Mais on verra quand même qui s'en sort mieux à l'issue de ces régionales pour savoir qui peut rassembler la gauche à la présidentielle. C'est quand même ça ce qui joue. Oui, mais ce qui est clair, c'est qu'il faudra qu'elle ait un projet, la gauche. Et pour l'instant, elle n'en a pas. Oui, mais je pense qu'il lui manque encore un projet social. J'ai évoqué un grand projet éducatif. Et puis une capacité aussi à être un peu positif. J'ai l'impression que ça tonne, ça s'engueule, ça pleurniche. Mais il y a un grand récit émancipateur qu'on peut proposer. Il n'y a pas une fatalité à se dire « Ah, c'était mieux avant, écoutez, bon, donc, monsieur Macron, madame Le Pen, vous dire que c'était mieux avant. » Ben non, ça peut être mieux demain. Mais encore faut-il que nous, on montre les voies. Et je pense que sur cette question sociale, écologique et démocratique, on a un bon paquet d'arguments, de réponses et de solutions. Merci beaucoup Benoît Hamon d'avoir été mon invité ce matin. C'est à vous.